Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là ici aujourd'hui pour vous parler architecture, espace, et finalement se dire comment on peut penser l'EHPAD de 2030. Donc comme Lydie l'a dit, voilà, j'ai créé une agence qui s'appelle AINA, qui est spécialisée en design centré utilisateur pour la transformation des EHPAD. Et j'ai aussi co-créé Atome avec l'architecte Fanny Cérez, qui est l'Académie de la transformation de l'habitat et de l'offre médico-sociale, où on accompagne énormément d'établissements dans leurs projets de transformation. Alors, l'EHPAD de 2030, à quoi il doit ressembler ? Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu, c'est de dire comment on peut créer des lieux de vie qui soient réellement désirables. Effectivement, ça peut être faisable de reconstruire un EHPAD sur 4 niveaux, avec 20 chambres de 20 mètres carrés à chaque niveau, tout accessible par un long couloir. C'est faisable, c'est peut-être viable, on a déjà construit un certain nombre d'établissements comme ça, mais est-ce que c'est désirable ? On peut rénover des établissements anciens, refaire le sol, refaire des murs, faire quelque chose de bien propre avec une jolie tête de lit dans les chambres, mais est-ce que c'est désirable ? Je ne suis pas sûre. Et donc nous, on essaye de vraiment se dire comment, quand on va repenser les espaces, on va se re-questionner sur c'est quoi les attentes des usagers, c'est quoi les attentes de cette nouvelle génération qui va arriver. Et puis, c'est pas l'idée de faire juste une liste au Père Noël, c'est de bien rentrer dans un principe de faisabilité et de viabilité, mais de commencer par s'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Eh ben, en général, tous ceux qui mènent des projets ne sont pas encore des personnes qui sont prêtes à rentrer en EHPAD. Donc, on a un vrai enjeu, c'est de co-créer avec les usagers. Utiliser différents médias pour prendre le point de vue des personnes âgées. Et donc, pour ça, nous, on a développé différents outils. Par exemple, en bas, on a un jeu de cartes qu'on utilise avec ce qu'on qualifie de jeunes seniors, des personnes qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à rentrer en EHPAD, mais qui pourraient l'être dans quelques années, en leur disant qu'est-ce qui pourrait rendre l'EHPAD désirable. Alors la première réponse, en général, c'est tout sauf l'EHPAD. Mais quand on commence à questionner en disant « Ok, mais si vous n'aviez plus le choix, qu'est-ce qui ferait la différence en termes d'environnement paysager social, en termes de chez-soi, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui rendrait cette expérience moins difficile ?» Et ça permet de faire ressortir plein d'éléments qui sont des clés pour penser les établissements de demain. Et donc, dans les 3 dernières années, on a à peu près accompagné 50 projets, on a fait mener plus de 300 entretiens avec des entretiens qualitatifs très précis avec des jeunes seniors, des résidents en établissement. Et on s'aperçoit qu'il y a des critères qui reviennent souvent. Je vous en partage quelques-uns. Les 10 essentiels pour créer des EHPAD désirables. Comment on offre un réel espace de vie privatif qui est personnalisable ? Comment on arrive à offrir un espace, un environnement qui n'est pas hospitalier ? Comment on peut créer des espaces d'échange en petits collectifs ? On évite le grand collectif, mais on se retrouve en plus petits groupes. Comment on peut offrir une diversité dans l'offre d'hébergement ? Il y en a qui préfèrent une colocation, d'autres des studios, d'autres des appartements, d'autres des chambres. Comment on favorise la liberté d'aller et venir, la liberté dans les horaires, dans les repas ? Comment on facilite la participation aux gestes de la vie quotidienne, on valorise les capacités restantes, le sens que l'on peut donner à toujours faire des actions, même petites, mais toujours participer. Comment on peut permettre de recevoir sa famille, d'offrir un lien avec l'extérieur, avec la nature, de permettre de maintenir du lien social avec des générations différentes, de créer un cadre sécurisant avec un personnel bienveillant. Ça, c'est des 10 critères qui reviennent souvent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui ressort surtout, c'est qu'il n'y a pas un modèle d'EHPAD, mais une diversité en fonction des territoires et des personnes. On a accompagné des établissements en plein cœur de Paris, et puis d'autres dans des zones rurales, en Ardèche. Clairement, quand on interroge les usagers, il n'y a pas du tout les mêmes attentes. Pour certains, il n'y a pas de problème d'être dans une petite chambre, parce que finalement, à Paris, on était habitué à des espaces petits. Et au contraire, en territoire rural, on va chercher d'autres types d'éléments, avec un lien avec l'extérieur, par exemple, qui est plus important. Et donc la question, penser les espaces de demain, c'est de se dire finalement, comment on va répondre spatialement à ces 10 points. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est bien sympa, mais c'est compliqué. Offrir un réel espace privatif. Moi, j'ai un établissement, il a été construit il y a un certain nombre d'années. On a des chambres de 20 mètres carrés, on ne peut pas faire grand-chose là-dedans. Bon, moi, je vous invite à changer la question. C'est de se dire, si c'est essentiel pour les personnes, c'est-à-dire que ça va être essentiel pour la survie peut-être des EHPAD de demain, pour la survie de l'EHPAD de 2030. Et donc, il faut se réinterroger avec la question, comment pourrions-nous faire pour ? Comment pourrions-nous faire pour offrir de la liberté ? Comment pourrions-nous faire pour
recréer des petits collectifs et de se dire c'est primordial, donc essayons de le faire, et souvent avec un peu de créativité, en essayant de casser les codes, de se réinterroger sur les modèles, les pratiques, on peut arriver à transformer les choses. Et puis je vais vous partager ici quelques exemples d'établissements qui ont osé transformer et se préparer à créer des établissements innovants pour 2030. Des exemples d'établissements neufs qui cassent les codes et réinventent le modèle. Il y en a qui ont la chance, entre guillemets, de repartir d'une page blanche. Quand on part d'une page blanche, c'est une occasion unique de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on va vouloir créer ? Et donc, notamment, on a accompagné au tout début du projet le CHU de Brest qui voulait reconstruire 400 lits d'établissement. On est dans un environnement hospitalier. Et ils sont arrivés à innover en se disant, on les voit en haut là, dans un atelier Lego, en se disant on va essayer à mètre carré constant de les répartir différemment et de s'autoriser à casser le modèle. Et on arrive ici avec un quartier d'habitation et de services, une diversité d'habitats et la moitié de l'hébergement qui a été pensé en petites maisonnées de 7 personnes avec des maisonnées accolées 2 par 2. Et finalement, on n'a pas un seul bâtiment, mais un quartier d'habitation avec l'ensemble de l'accompagnement qui a été repensé, de la logistique qui est faite par petites voiturettes qui arrivent de façon discrète à l'arrière de ces maisonnées. On a d'autres établissements qui se transforment dans l'existant avec de grosses rénovations, des gros projets de rénovation. On se dit, de nouveau, c'est l'occasion de se réinventer. Puis je vais vous partager différents exemples de comment on peut se réinventer. Des établissements qui se disent, finalement, la chambre, c'est pas forcément acceptable. On a des chambres trop petites, on aimerait offrir des espaces privatifs plus importants. Comment on peut faire ? Il y a plein de solutions architecturales. Dire, finalement, on va prendre 3 chambres qui deviennent 2 T1. On réorganise dans l'existant pour aller créer finalement des vrais espaces privatifs plus grands. D'autres qui se disent finalement on va pouvoir faire un élargissement par la façade. On va venir rajouter un élément en façade qui va peut-être d'ailleurs permettre aussi de faire de la rénovation énergétique, mais de dire on va venir rajouter des mètres carrés sur un bâtiment existant. D'autres établissements qui se disent finalement on a une structure existante, hyper contrainte. Là c'est un exemple d'un établissement en plein Paris, ou avec une organisation qui était qu'en grand collectif, des petits espaces privés et puis du grand collectif, une grande salle à manger, grande salle d'animation au rez-de-chaussée. Et là, la question c'était de se dire comment dans l'existant, un bâtiment avec des longs couloirs à chaque étage, on arrive à venir recréer à chaque étage des petites zones de salle à manger et finalement regrouper des studios en 2x11 avec pour chacun des espaces une petite salle à manger pour recréer le sentiment de petit collectif et éviter le grand collectif de on mange forcément dans la salle à manger à 50 tous les midis, tous les soirs, avec l'idée aussi de se dire on va créer de la diversité. Ceux qui veulent descendre, manger en plus grand groupe, avoir de la diversité dans les repas peuvent. Ceux qui veulent au contraire des plus petits espaces au quotidien, et on retrouve ces espaces-là dans l'existant. D'autres établissements encore qui se disent on a agrandi notre capacité, on va créer 15 chambres supplémentaires. Souvent, on a envie de prendre une aile de circulation, puis de l'agrandir, puis de faire un couloir qui est encore plus long avec 15 chambres supplémentaires. Il y en a d'autres qui se sont dit, finalement, si on s'autorisait à penser différemment, et si nos 15 chambres supplémentaires, on pouvait les créer dans une petite maison détachée de notre bâtiment principal, avec peut-être des publics particuliers. Cet établissement, c'était notamment pour des unités psychogériatriques, en se disant oui, ça aurait du sens d'avoir un plus petit collectif où les personnes vont vraiment participer aux gestes de la vie quotidienne. Et on va créer, en marge de notre établissement principal, une maison qui ressemble à une réelle maison dans laquelle les personnes peuvent vivre et participer aux gestes de la vie quotidienne. Et puis enfin, on a des établissements qui se transforment avec des réaménagements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros projets de rénovation, il n'y a pas de grands projets de reconstruction. Par contre, il y a une structure existante et puis avec des établissements qui parfois ressemblent encore à des univers peu personnalisés, assez hospitaliers. On a notamment accompagné le groupe SOS là-dedans. Ça, c'est un exemple d'un établissement de son hall d'entrée. On arrive dans un vaste hall d'entrée. C'est finalement peu meublé, qui ne donne pas spécialement une bonne impression en arrivant. Et puis on a accompagné les équipes à repenser cet espace, à le faire par elles-mêmes et de se dire finalement comment on peut réimaginer cet espace-là. Moi j'aime bien quand on voit ces 2 photos avant-après, on voit plein d'éléments qui peuvent faire des différences. Si on joue au jeu des 7 différences, qu'est-ce qu'il y a ? On a changé le sol
Avec le sol, on est venu recréer des espaces à une échelle qui est plus humaine. Là, plutôt qu'avoir un grand sol, on est venu recréer des petits salons. On est venu changer les luminaires, changer le mobilier. On est venu meubler avec une diversité, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des chaises en simili-cuir de la même couleur alignées le long d'un mur, mais on a des choses qui ressemblent à des vrais petits salons qu'on pourrait retrouver chez soi. Puis on a aussi réinventé la façon dont on utilise ces espaces. Il y a une cafetière qui est mise à disposition, des familles qui peuvent venir, au fond, là on ne le voit pas ici, mais un coin pour les enfants, les petits-enfants, pour leur donner envie de venir dans ces établissements. Et tout ça avec l'idée de se dire, les professionnels eux-mêmes, à chaque fois qu'on fait un petit réaménagement dans son établissement, on peut se re-questionner sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des lieux de vie qui soient plus agréables. Là, c'est un autre exemple, l'exemple de l'Institut Héliomarin de la Benne, où on voit des avant-après, on passe d'un établissement à un look très hospitalier avec des portes aux allures un peu pédiatriques, avec des portes qui ont été retravaillées, qui donnent une allure plus résidentielle au lieu. On peut s'interroger aussi, très souvent on est dans les circulations, beaucoup de chariots, se dire est-ce que finalement les chariots ont toujours du sens? Là on s'aperçoit que parfois il y a des chariots qui sont utilisés, mais en fait le chariot ne bouge jamais. Donc s'il bouge jamais, est-ce qu'il peut être juste remplacé par une armoire? On est dans la circulation, juste voir une armoire plutôt qu'un chariot, vous êtes dans un paysage un peu différent. Voilà, donc si ces questions de réaménagement d'espace vous intéressent, on a écrit un livre qui est sorti au début de l'année, Aménagement intérieur des lieux de vie collectifs dans le secteur médico-social, aux éditions Erol, qui vous donne plein d'idées très concrètes et pratiques pour commencer à repenser vos espaces. Et en se disant, il faut trouver un équilibre entre beauté, qualité d'usage, adaptation soutenant l'indépendance, ergonomie des situations de travail, autodétermination, mais il faut éviter d'opposer les choses. Parfois, on se dit, on va faire des trucs qui sont super ergonomiques pour les professionnels, puis on a oublié que la beauté et la domesticité, c'était un élément important. Puis parfois, c'est l'inverse. Donc, comment on trouve un équilibre là-dessus? Mes derniers points, je vous ai parlé, ma séquence, c'était espace et architecture. Mais un point clé, c'est qu'en fait, penser que l'espace et l'architecture, ça ne suffit pas. Ce qui est important pour créer demain des EHPAD en 2030 qui soient désirables, il faut intégrer un changement culturel. Parce que sinon, on a juste créé un joli décor. On arrive, l'espace est chouette, on se dit, tiens, on est comme à la maison, et pour autant, en fait, on n'a pas le droit de prendre un café, on n'a pas le droit de se servir un verre d'eau, on n'a pas le droit de recevoir sa famille quand on veut, on n'a pas le droit de faire la cuisine. Donc la vraie question, c'est de se dire, si on veut réellement transformer, il faut transformer les espaces, mais surtout transformer aussi les usages des espaces. Là, on voit un petit exemple en haut à gauche d'un établissement de Vive-3-Bourgogne, où ils ont commencé à se dire, tiens, on va recréer des espaces, des petits salons cafés, mais derrière ce petit salon café, il faut que les professionnels s'autorisent à s'asseoir, à prendre un café avec les habitants. Sinon, en fait, on a juste créé un joli décor. Et donc, par rapport à ça, si ça vous intéresse, on a créé un guide pour transformer ces pratiques, comment fabriquer le chez-soi dans son établissement. C'est un guide qui est librement téléchargeable en ligne. Vous trouverez le lien ici, avec cette question clé de changer les espaces. Oui, c'est important, mais changer ces pratiques, c'est essentiel pour réellement transformer les lieux de vie. Voilà, je vous ai donné un tout petit peu un aperçu de qu'est-ce qu'on peut imaginer pour penser les établissements d'un point de vue espace en 2030. Qu'on soit dans un projet de reconstruction architecturale, de rénovation ou juste de réaménagement à chaque phase, en fait, chaque choix qu'on peut faire une vraie différence dans l'aménagement. Et donc, si ça vous intéresse, on a aussi créé avec Atome différents parcours de formation en disant finalement comment on accompagne, on outille les équipes à faire par elles-mêmes. Parfois, on va se dire, tiens, il faut faire appel à quelqu'un qui fait de l'aménagement intérieur. Et nous, on est convaincus que c'est dans chaque choix qu'on peut faire la différence et comment on forme et on outille les équipes à faire par elles-mêmes. Voilà, peut-être 2 éléments si ça vous intéresse. On a créé aussi des cafés d'inspiration le 3e vendredi de chaque mois. On va à la découverte d'établissements qui se sont transformés et d'exemples inspirants. Parce que si on veut se transformer, il faut être inspiré. Et pour être inspiré, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est des temps qui ont lieu une fois par mois, 1 heure, c'est gratuit. Et puis on partagera d'autres exemples lors d'un colloque début décembre. J'aime beaucoup en fait l'intervention que vous avez faite en me disant mais c'est pas seulement un décor. Alors justement c'est pas un décor mais il y a un coût aussi. Et est-ce que ça coûte cher de se transformer?
Comme je disais, en fait, à chaque choix qu'on peut faire, on peut faire des choix qui vont être plus domiciliaires, plus esthétiques, etc., ou des choix qui sont plus hospitaliers et plus loin des souhaits des personnes. Et très souvent, en fait, on décide de réaménager une pièce, n'importe laquelle, ça ne coûtera pas plus cher de la faire jolie que de faire un environnement qui est hospitalier. Ça demandera, oui, de se poser un peu plus de questions au départ, et c'est peut-être au départ un peu plus d'énergie, mais il y a un vrai gain à la fin. On s'aperçoit que quand même, il y a des chiffres qui sont forts, hein. 80% des troubles du comportement sont liés à l'environnement lui-même. Donc jouer sur l'environnement, c'est jouer derrière sur la qualité de vie, sur la qualité de travail des professionnels. Et moi, je pense qu'en fait, à chaque étape et à chaque fois qu'on doit faire un petit choix, juste choisir un fauteuil parce qu'on veut réaménager les quelques fauteuils qu'on doit mettre dans son entrée, on peut se poser la question, ça ne coûtera pas plus cher de mettre des éléments qui sont jolis et qui fonctionnent bien. Merci. Vous, Yann Bubien, en 2017, vous avez collaboré à un ouvrage justement sur l'architecture et la psychiatrie de demain. Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire notre intervenante L'aménagement a un impact fort sur les patients ou sur les résidents. Un impact fort sur tout le monde, et on le voit bien dans toutes les cités en général, dans nos villes et dans les EHPAD évidemment, comme dans les hôpitaux d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça a changé terriblement la vision qu'on en a, et notamment par les architectes d'intérieur, les aménageurs. Le premier bouquin sur l'architecture que j'avais fait, c'était il y a 12 ans au Moniteur. C'est un gros livre là-dessus. Je suis en train de le refaire justement. Et je vois qu'en 12 ans, ça a terriblement évolué. Il y a 12 ans, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas de recyclable, on parlait peu d'environnement, on ne parlait pas vraiment de végétation, on ne parlait pas beaucoup d'esthétique. Voilà, c'était plutôt un aménagement qui était vraiment fonctionnel. Parce que dans ce que vous dites là, et tout le monde s'y reconnaît, tout le monde a envie d'avoir ça, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut investir beaucoup, et c'est beaucoup d'argent aussi dans la rénovation. Je rappelle quand même qu'il y a 20% des EHPAD en France qui n'ont pas été rénovés depuis plus de 25 ans. Il y a 30% des EHPAD qui aujourd'hui n'ont pas de douche dans la chambre. Et donc ça pose des vraies questions d'investissement. Alors même que l'État investit beaucoup, que la CNSA investit beaucoup, il y a eu plus d'1 milliard en 4 ans sur les investissements. Mais on voit que c'est une vraie question. Et puis, ce qui m'intéresse quand même, c'est que ça évolue aussi chez les architectes. On voit que les architectes se sont aussi spécialisés beaucoup dans l'hôpital, le médico-social, les EHPAD. Et c'est une bonne chose, parce qu'avant, on nous projetait des projets qui ressemblaient finalement à d'autres milieux, et ça ressemblait plus à un décor, justement, qu'à un lieu de vie.